Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons aussi les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes sur ce plateau notre expert. Aujourd'hui, dans votre chronique, l'inclusion bancaire. Le contraire de l'exclusion, on va en parler dans un instant. Et puis il y aura aussi la question de l'internaute. Tout à fait. Qu'on découvrira tout à l'heure. Le marketing conversationnel ou relationnel, on découvrira ça dans la deuxième partie de l'émission. La nuit de l'économie, vous le savez, c'est traditionnellement en décembre à Grenoble. Elle a permis de mettre en lumière les grands leaders économiques de l'année, des champions en matière d'export ou de croissance. Mais cette soirée de gala est aussi une exceptionnelle vitrine des activités de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Et puis focus sur Soitec, le géant des semi-conducteurs. Il est le leader mondial de la production de plaques de silicium sur isolant, à tel point qu'il a même réussi à inventer les procédés qui ont standardisé tout le marché mondial. À Bernin, ces deux usines tournent à plein régime. Investissement et embauche accompagnent une exceptionnelle croissance. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour un voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère. L'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Voilà la palissade qui va vous permettre de bien comprendre le thème de cette chronique, puisqu'Alain, vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui l'inclusion bancaire, un sujet que vous connaissez parfaitement. C'est en fait la possibilité pour des particuliers, mais aussi pour des entreprises, d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits financiers. Oui, effectivement, dans le terme inclusion, il y a une vision inclusive à arriver à remettre dedans. On peut aussi avoir une autre lecture, qu'on verra tout à l'heure, sur les pays émergents, où il faut faire venir les clients, les consommateurs, les citoyens vers la banque, là où la banque n'existe pas. Concernant les caisses d'épargne, que je connais bien, que je dirige, l'inclusion bancaire est une vieille histoire. Les caisses d'épargne créées au début du 19e siècle faisaient de l'inclusion bancaire. Donc cette histoire, nous l'avons conservée dans notre ADN et nous sommes des acteurs de l'inclusion bancaire. Dans les pays développés, l'inclusion bancaire vise à laisser aux personnes qui sont en difficulté l'accès aux services bancaires. Aujourd'hui, dans une économie développée, ne pas avoir accès aux services bancaires, c'est tout juste une catastrophe. Donc les 20 pays les plus développés ont signé une convention pour faire en sorte que tous les citoyens puissent avoir accès aux services bancaires, et spécifiquement en France, où nous avons des offres particulières qui permettent aux personnes en difficulté, il ne faut pas se cacher, de continuer à pouvoir mener une vie sociétale, citoyenne, normale, en ayant accès à un service dans une banque. Bon, il faut dire que c'est important, le taux de bancarisation, comme on dit dans votre profession, est très élevé en France. En France, on est à 98-99%. Donc le sujet n'est pas d'amener des personnes vers la banque ou vers la caisse d'épargne, peu importe. C'est de faire en sorte que celles qui pourraient, pour des conditions de rupture de vie, d'accident de la vie, de chômage, en sortir, de les laisser pour autant à l'intérieur. Alors qu'on comprenne bien la nature de ces actions qui sont menées en France, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Alors, il y a plusieurs étages d'inclusion bancaire. Il y a un étage qui est d'abord réglementaire, mais qui est parfaitement assimilé par les établissements financiers. C'est le droit au compte ou l'accès à une offre bancaire, on va dire, à prix réduit. Donc, c'est une offre qui existe, qui est standardisée et qui permet à chaque citoyen d'avoir une banque pour y domicilier ses revenus, ses allocations et faire les opérations courantes. Donc cette offre est aujourd'hui poussée par l'ensemble de la place bancaire pour faire en sorte que l'ensemble des personnes qui y ont accès, qui y ont droit, du fait de leurs conditions de revenus, puissent effectivement en bénéficier. Et là-dessus, nous avons encore des progrès à faire indiscutablement. Ensuite, il y a d'autres outils d'inclusion bancaire qui ne sont pas des outils vraiment réglementaires, mais qui sont plutôt à l'initiative de chacun des établissements. Pour notre part, nous en avons développé deux, que nous animons avec des structures spécialisées, des associations spécialisées que nous finançons. Le premier est le microcrédit. C'est-à-dire que nous permettons, via une association qui s'appelle Parcours Confiance, qui est financée par la Caisse d'épargne, à des personnes qui ont des projets
Et ces projets peuvent être de tout petits projets. Passer le permis de conduire, acheter un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ou chercher un travail, financer des soins médicaux, ça arrive encore en France, financer un déménagement, avoir accès à un petit crédit qui ne serait pas éligible aux conditions habituelles des établissements bancaires en France, mais qui, par cette association et par un fonds de garantie spécifique, deviennent éligibles pour ces clients qui sont en difficulté. Donc ça, c'est la deuxième couche que certaines banques font et que la Caisse d'épargne fait spécifiquement. Et puis il y a une troisième dimension qui est une dimension plus pédagogique. Les Français, en général, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, ne sont pas très férus en économie ou en argent. Donc des organismes, dont le nôtre, font des formations au budget familial, à l'économie de l'argent, pour les jeunes, pour certaines professions, pour leur permettre de rentrer dans une logique de bonne gestion. Et finalement, l'inclusion bancaire, si on veut la prendre dans cet ensemble, c'est à la fois du réglementaire, c'est de l'accompagnement financier suite à des coups durs en général, mais c'est aussi des actions de fonds qui permettent, on va dire, de faire de la formation en quelque sorte auprès de nos concitoyens. Des produits et des services, notamment en matière d'accompagnement. Bon, je ne suis pas sûr que Mohamed Younous, qui est celui qui a inventé le microcrédit, initialement d'ailleurs pour les pays émergents, imaginait à l'époque que ce concept puisse connaître un tel essor dans les pays développés. Disons, le microcrédit dans les pays émergents est un microcrédit de développement. Le microcrédit poussé par Mohamed Younous et sa banque solidaire, c'est un microcrédit parfois au jour le jour, qui permettent à des personnes, et souvent des femmes, parce que le microcrédit est fait beaucoup aux femmes, et principalement aux femmes, finalement de financer une activité, un petit stock au jour le jour, de faire une activité commerciale et de rembourser cette banque solidaire le soir. Et puis par extension, ces personnes qui sont sur des parcours de développement économique, ces économies en développement, parce que le concept est arrivé en Europe, est arrivé spécifiquement en France, porté au départ par des structures qui n'étaient pas des structures bancaires, et je crois qu'il faut le souligner, et puis ensuite par des structures comme la Caisse d'épargne, qui ont cette dimension dans leur ADN, pour faire en sorte d'accompagner dans ces moments charnières, sur des petits montants, mais avec un engagement moral extrêmement fort des personnes concernées, parce que ça a un vrai coup de main. Il y a des taux très, très intéressants, puisque aujourd'hui c'est le taux du livret A, ces financements. Cette capacité à avoir des projets qui finalement, au moment des carrefours de vie, font qu'on peut rester globalement sur bon chemin, ou sinon on va sur un chemin qui est beaucoup plus chaotique. Alain, on évoque souvent dans cette émission la révolution numérique qui n'épargne pas le secteur bancaire. Est-ce que cette révolution numérique, elle favorise aussi l'inclusion ? Je crois que là-dessus, il faut avoir deux regards. Je commençais par le regard des pays émergents. Clairement, le fait, et c'est vrai pour la téléphonie, et c'est vrai pour la banque, qui est une extension finalement des services numériques et téléphoniques, de passer une ou deux générations technologiques, il n'y a pas de téléphone avec fil dans les pays émergents, permet d'accélérer l'accès aux services marchands et y compris aux services bancaires. Donc le numérique, dans cette dimension-là, dans ces pays émergents, permet d'accéder encore plus facilement au microcrédit. Il y a même des plateformes qui permettent à des gens, à des individus, d'avoir accès au microcrédit. Dans les pays développés, c'est un peu différent. Et l'objet est assez parallèle, c'est qu'il ne faut pas, surtout, que l'inclusion ou l'exclusion bancaire se marie avec l'inclusion ou l'exclusion numérique. Donc l'enjeu, finalement, que nous avons tous collectivement, c'est de faire en sorte, dans le métier de la banque, de renforcer cette inclusion bancaire, mais que collectivement, nous travaillons aussi à ne pas créer de la fracture numérique parce qu'elle serait aussi importante et voire plus grave que la fracture financière. Merci Alain pour ces détails sur l'inclusion bancaire qui nous a permis notamment de revenir sur ces fameux microcrédits. On en a parlé ici. Les encours des microcrédits progressent de 10% par an. On rappelle que tous ces sujets concernent les particuliers mais aussi les entreprises. Pas de fausses notes. Chez Arturia à Mélan, avec une centaine de salariés, l'entreprise s'est fait un nom dans le monde de l'industrie musicale. Elle met au point des instruments virtuels en éditant des logiciels informatiques qui créent du son. Aujourd'hui, ces produits sont distribués dans plus d'une cinquantaine de pays. Reportage Charlotte Faulkner. Quel est le point commun entre Dépêche Mode, Moby, Pink Floyd, un youtubeur ou encore un musicien amateur? Ils utilisent tous des contrôleurs Arturia, des outils qui s'adaptent dans tous les domaines de la musique. On veut que les produits soient utilisables pour tous, pour des débutants, mais aussi que des artistes professionnels connus dans le monde entier puissent soit préparer leurs titres, leurs singles, leur musique depuis leur studio, mais aussi en live. Et c'est ça toute notre force, c'est qu'on est capable de pouvoir
proposer une continuité dans toute notre gamme de produits. Des produits qui se veulent faciles d'utilisation avec un travail important fait sur l'ergonomie. Et pour perfectionner ces innovations, Arturia possède même un studio. C'est ici que sont testés et validés les derniers produits développés comme ce contrôleur. Ça s'appelle le Keylab 2e édition. Et en gros, c'est juste un contrôleur qui va permettre de contrôler ce qui se passe sur mon ordinateur qui est là. Et ce clavier et tous ces contrôles vont permettre en fait de vraiment éditer les sons pendant qu'on est en train de jouer dessus et de synchroniser l'ordinateur et la machine. Pour améliorer tous ces produits, l'entreprise fait donc attention aux moindres détails. Je pense que nous, là où on se focalise le plus, c'est vraiment l'intégration avec le logiciel, quoi. C'est vraiment que quand on touche à un contrôle ici, que ça agisse sur le son, qu'on puisse aussi composer, que ça puisse nous aider à composer. Donc c'est vraiment de l'intégration avec le logiciel qui est le premier axe d'innovation sur ce genre de clavier actuellement. Qui dit différents utilisateurs dit différentes gammes de prix, des 70 € pour le premier prix jusqu'à 2000 € pour les modèles haut de gamme. En tout, Arturia possède même près de 150 bêta-testeurs dans le monde. Arturia et ses logiciels musicaux sont sélectionnés par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il sera remis début mars à l'occasion du forum du même nom. Dans le monde économique, bien souvent, les réseaux sont une force. Les chambres de commerce et d'industrie l'ont bien compris. Se plaçant au cœur des écosystèmes, elles jouent un rôle d'activateur, d'animateur. C'est dans cette optique qu'à Grenoble est organisée chaque année la Nuit de l'économie. En décembre, ce gala a réuni 1 millier d'entrepreneurs au summum pour mettre en lumière d'exceptionnelles réussites iséroises. Avec nous pour en parler, Jean Vellé, le président de la CCI de Grenoble, et Emmanuelle Rivière, qui est directrice communication et territoire à la CCI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Jean Vellé, je le disais, le réseau en économie, c'est la clé du succès. Le réseau, c'est important et un événement comme la Nuit de l'économie, c'est de mettre en avant le dynamisme des entreprises locales. C'est aussi un moment de convivialité puisqu'on fait ça au mois de décembre, juste avant les fêtes. Et après une année de labeur, c'est très bien de lever un peu le pied. Et ça nous permet, je dirais, par la remise d'un certain nombre de trophées, de mettre en évidence les succès des entreprises pour partager ensuite ce succès avec les autres, partager un peu l'expérience. Et c'est un moment de réseautage. Le mot n'est peut-être pas très français, mais parlant. On comprend bien. Très, très important pour notre tissu local. Alors, en décembre dernier, la CCI a attribué ses trophées présence. Vous avez pu suivre d'ailleurs la cérémonie sur Télé Grenoble. L'objectif, vous le disiez, c'était de mettre en réseau. L'objectif, c'est aussi de mettre en lumière des très belles réussites. Des très belles réussites. Vous parliez dans votre sommaire de Soitec, qui est une très belle réussite, puisque c'est un produit totalement local, issu du Leti, start-up, au même titre que ST Microélectronique, qui, je dirais, aujourd'hui est le leader mondial dans un secteur de l'électronique que sont les substrats, c'est-à-dire la base sur lequel viennent se composer ensuite un certain nombre de fonctions. Et ça, c'est quelque chose lié au microclimat grenoblois en termes de recherche, en termes d'industriel et après de production, parce qu'il faut faire les 3 étapes. Alors, je veux quand même rappeler le palmarès des entreprises qui ont été primées. Fresenius Kabi, qui est spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux. Minitube, qui fabrique des tubes métalliques. Coris, qu'on connaît bien à Grenoble, qui évolue dans l'ingénierie et les infrastructures du ferroviaire et de l'énergie. Coelis, entreprise de la santé. Géolith, également, a été primée. Et puis, un prix des startups Common Go, dont on a déjà parlé dans cette émission. Emmanuelle Rivière, ces prix sont les trophées présence du nom du magazine de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est un peu la vitrine du dynamisme isérois. Exactement. Donc Présence s'attache chaque mois à présenter les entreprises. Il y a à peu près 100 entreprises qui sont présentées chaque mois, dont 40 nouvelles dans chacun des 9 numéros annuels. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser les entreprises, leur savoir-faire, leur technologie, leurs dirigeants aussi, de valoriser du coup le territoire et puis de créer du business entre elles.
d'activer des marchés. Et ça fonctionne très très bien. Ouais. Et c'est vrai que la nuit de l'économie vient ponctuer cette année économique et valoriser encore une fois davantage ces entreprises. Alors dans Présence, on trouve évidemment beaucoup d'entreprises. Et puis le fameux classement. Hein, dans le numéro de décembre. Voilà, le numéro de décembre, c'est le classement des grandes entreprises du Sud Isère. C'est ça, c'est le classement qui est effectué, qui a un travail très important qui est fait par les équipes de Présence pendant 6 mois sur la base d'interrogation des entreprises. Alors, Présence, 34 000 exemplaires, mais 100 000 lecteurs. 100 000 lecteurs. On considère qu'un magazine est à peu près lu par 3 personnes. Oui, on aime bien se le passer dans les entreprises. C'est ça. Il est envoyé gratuitement à toutes les entreprises sur l'ensemble du territoire, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Et puis on y trouve évidemment toutes les actualités CCI, l'agenda aussi. Il y a aussi le site internet d'ailleurs qui complète. Il y a aussi le site internet qui a été complètement refondu il y a 1 an maintenant, en fait pour les 30 ans de Présence. Donc on a fêté l'an dernier en juin. Et ce site reprend évidemment les articles de Présence, mais d'autres actualités aussi. Donc n'hésitez pas à y aller. On a de plus en plus d'internautes qui se connectent et c'est un vrai site de presse. Présence-grenoble.fr, c'est l'adresse. Jean Vellée, je le disais en introduction, la CCI joue un rôle d'activateur, d'animateur. Vous avez fait récemment une enquête, une étude qui montre que les CCI sont vecteurs de croissance, de chiffre d'affaires, d'activité. Bien sûr, parce que lorsqu'on investit, je dirais, 1 euro dans la CCI, il y a un effet multiplicateur de 7 au niveau du territoire qui est relativement important et qui est lié par rapport aux dépenses, aux salaires qu'on fait, mais par rapport aux actions générées et vis-à-vis de nos sous-traitants. Alors les actions, il y a notamment la formation, on le sait peut-être pas suffisamment, mais derrière la CCI, il y a GEM, Grenoble École de Management, il y a l'IMT. Il y a 2 bijoux dans la CCI, entre autres, au-delà, je dirais, de l'activité, d'appui aux entreprises, de l'activité d'aide à l'export. On a 2 joyaux dans la formation, que sont Grenoble École de Management, une des grandes écoles françaises en management, et l'Institut des métiers techniques qui a 80 métiers différents, avec 3000 jeunes alternants et qui a un taux d'employabilité à la sortie de plus de 90%. Donc ça, c'est une réussite, je dirais. C'est le plus grand CFA Auvergne-Rhône-Alpes en place. Exceptionnel. Bon, Jean Vellée, je ne peux pas vous laisser partir sans, évidemment, en ce début d'année, faire un petit point sur la conjoncture. Est-ce que les patrons sud-isérois ont le moral ? Disons que le début de l'année 2018 était plutôt en bonne position. Il y a eu un ralentissement sur la fin de l'année lié, je dirais, au mouvement des Gilets jaunes, à un certain changement de morale au niveau des consommateurs. Donc tout ça a été un peu perturbateur. On n'a pas encore, je dirais, bien valorisé. Mais au-delà de ça, ça a conduit, je dirais, à reprendre le taux de PIB qui est limité à 1,5 cette année et à 1% sur 2019. Donc une vision un peu plus en retrait que ce qui était prévu il y a 6 mois. Par contre, il ne faut pas non plus être pessimiste. On a un territoire très dynamique sur l'Isère. Aujourd'hui, au niveau ski et toute activité, je dirais, touristique d'hiver, se porte plutôt bien. D'ailleurs, il neige aujourd'hui, ce qui est une bonne chose en tant que telle. On a des défaillances d'entreprises qui sont en recul et qui sont en dessous de la moyenne nationale. On a des grands projets structurants que sont, je dirais, la 480, le pôle EDF, un certain nombre, je dirais, d'événements structurels qui conduisent, qui sont des locomotives pour l'économie. On a preuve aussi du dynamisme de nos startups, plus de 10 entreprises au CES de Las Vegas en ce moment, et Auvergne-Rhône-Alpes a toujours été très très représentée. Et puis il ne faut pas oublier qu'on aura en 2019 quelque chose d'important, qui est la Coupe du Monde de foot féminin, qui, je dirais, en termes d'image territoriale, mettra en avant notre territoire. C'est à la fois bon pour le moral et bon pour l'économie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Rivière, merci Jean Vellée d'avoir été avec nous. Dans un instant, Soitec, vous en avez parlé, vous lui avez décerné le titre de leader de l'année lors de la nuit de l'économie. Il faut dire que le géant des semi-conducteurs a réussi une véritable prouesse économique en se recentrant sur son cœur de métier. Découverte dans un instant. On fait une courte pause. À tout de suite.
Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, découverte de Soitec, un géant mondial basé à Bernin, dans le Grésivaudan. C'est le leader mondial des semi-conducteurs. Il y en a partout, dans nos smartphones, dans nos tablettes, de plus en plus souvent dans nos voitures. Mais comment garder la pole position dans un marché mondial hyper concurrentiel? On va voir ça dans un instant. Avant, la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Et Alain, cette semaine, c'est Brigitte qui nous interroge sur le marketing conversationnel. Alors, le marketing conversationnel, on peut presque dire le marketing relationnel. Les deux notions se recouvrent. C'est la capacité pour une marque, sur un produit, sur une offre de service, à nouer une relation avec un client ou un groupe de clients plus personnalisée que le marketing de masse que l'on connaissait jusqu'à présent. C'est bien sûr fortement soutenu par les nouvelles technologies, l'Internet, l'identification des fréquentations de sites, des achats. On a tous eu un jour, ou fait un jour un achat sur Amazon ou sur Fnac.com en disant ceux qui ont acheté tel ouvrage ou tel disque ont aussi acheté cela. C'est le début du marketing conversationnel. L'idée finalement, c'est de personnaliser la relation, rentrer dans une intimité avec le client et puis favoriser l'acte d'achat. Marketing conversationnel ou relationnel. Merci. Du relationnel. Merci Alain. Si vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier ou marketing, sur un placement, eh bien écrivez-nous classeaffaires@telegrenoble.net. On a tous un peu de Soitec sur nous, dans nos smartphones, dans les objets connectés qui nous entourent, de plus en plus souvent dans nos voitures. Basé à Bernin, le géant des semi-conducteurs a retrouvé son rang de leader mondial en opérant ces dernières années un recentrage drastique sur son cœur de métier, l'électronique. Le succès est au rendez-vous, grâce notamment à sa politique d'innovation. Pour en parler, nous accueillons Paul Boudre, le directeur général de Soitec. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Pour qu'on comprenne bien d'abord, Soitec produit tout simplement, c'est vite dit, des plaques de silicium sur isolant. Absolument. Donc le silicium, c'est la matière première pour notre industrie. À Soitec, on a développé des technologies et quelques technologies très particulières qui nous permettent de superposer des couches de différents éléments et qui donnent à ce substrat une performance particulière dans l'utilisation plus tard dans les systèmes. Et j'ai l'habitude de dire quelque part qu'on fait un petit peu le sol de cette microélectronique et chaque sol correspond à une application particulière que vous allez retrouver dans votre maison, dans votre automobile ou dans votre smartphone. Alors, sortent de vos usines des disques de 20 cm ou 30 cm de diamètre, un empilement de couches finalement. Et un empilement de couches, voilà, qui correspond... Alors cet empilement de couches, c'est là où notre innovation apparaît. Cet empilement de couches, c'est effectivement des matériaux qui vont avoir une importance dans l'utilisation du système, c'est-à-dire dans l'utilisation des transistors qui feront le device, le composant qui sera utilisé. Cette utilisation, il va falloir effectivement la travailler au travers de technologies qui, j'espère on le verra dans le reportage, sont des technologies très avancées. On travaille dans des salles blanches, dans un environnement très, très complexe, très contrôlé. Et nous servons, bien sûr, plus de 95% de ce que nous fabriquons à Bernin est utilisé à l'extérieur de la France. On a quand même quelques très bons clients en France, mais 95% part à l'exportation. Pour connaître vos clients potentiels, c'est simple. Potentiellement, partout où il y a une puce électronique, il peut y avoir de Soitec. Absolument. Et c'est vrai que vous avez cité un certain nombre d'objets, mais si on regarde les grands trends d'aujourd'hui de ce qui nous entoure, on voit que l'automobile, bien sûr, devient de plus en plus connecté et le sera de plus en plus. Mais à l'intérieur de l'automobile, on voit déjà l'évolution, où l'électronique prend une grande part. La téléphonie et le smartphone qui a évolué. On est rentré dans le smartphone à l'époque de la 3G et toute la roadmap technologique que l'on a mis en place, c'est-à-dire les produits qui ont permis à la téléphonie d'évoluer vers de 3G, vers 4G et 5G au demain, ce sont nos ingénieurs de R&D qui ont développé ces matériaux qui ont permis justement d'améliorer la performance. Et peut-être pour mettre un tout petit peu de sens dans ce que je dis, il y a 5-6 ans, on s'envoyait des SMS. C'était des petits messages, des textes, mais c'était ce que votre téléphone pouvait faire. Et puis on a commencé à vouloir s'envoyer des photos.
Donc c'était encore une complexité supplémentaire. Et puis des films. Et on a voulu ensuite aller chercher dans ce fameux cloud de plus en plus d'informations. Donc toute cette communication qui s'est complexifiée et où on attend de moins en moins, on est vraiment perturbé quand on attend quelques secondes maintenant, alors que envoyer un message, ça prenait déjà quelques minutes. Maintenant, on est à la seconde. Toute cette complexité, il a fallu que nos ingénieurs développent des matériaux qui permettent justement de supporter l'évolution de cette demande. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir des puces, au final, de plus en plus performantes, de plus en plus fiables, bien sûr, et de moins en moins gourmandes en énergie. Alors ça, c'est un des axes aussi forts de nos matériaux, c'est que nous travaillons sur plusieurs axes. En fait, l'axe performance, vitesse, on vient d'en parler, l'axe fiabilité, notamment pour l'automobile. Tous les composants sont extrêmement fiabilisés et nous apportons beaucoup de fiabilité au travers du matériau lui-même. Et puis, il y a cette consommation d'énergie. Et là, très clairement, c'est un des axes très très forts que nous avons aujourd'hui dans le monde du digital. Et vous avez des grands noms, c'est public, je peux le citer, comme Sony, qui ont axé leur stratégie sur, par exemple, une puce que tout le monde connaît, le GPS. Vous avez tous utilisé votre GPS sur votre téléphone. Vous savez que quand vous utilisez votre GPS dans votre téléphone, eh bien, ça consomme de l'énergie. Votre batterie diminue très très vite. Sony a développé un GPS sur la base de nos matériaux. Ils ont divisé par 10 la consommation d'énergie. Et ils sont en train d'aujourd'hui de gagner tout le marché des montres connectées. Donc l'impact de notre matériau sur le succès de notre client final est très important. Et l'objectif à terme, ça sera l'autonomie complète. Ça sera l'autonomie complète. C'est le défi. Et le défi est déjà réalisé parce que Renesas, il y a 2 mois, sur notre matériau toujours, a annoncé une puce et l'a donc démontré, une puce qui fonctionne sans énergie. Et son énergie, eh bien, elle va la récupérer sur les vibrations, sur la lumière, sur le vent, et tout ça basé sur nos matériaux. On n'en est qu'au début de ces révolutions. On va y revenir dans un instant. Cette grande aventure Soitec, si elle a débuté ici, c'est pas un hasard dans notre région grenobloise. C'est pas un hasard parce que tout est parti du LETI, du laboratoire du CEA. Petit flashback sur cette histoire de Soitec avec ce reportage de Julie Ségala. Montres connectées, smartphones ou encore satellites, des bijoux de technologie qui renferment tous une innovation essentielle, des plaques de silicium sur isolant. Derrière cette révolution se cache Soitec, une entreprise créée en 1992 à Grenoble par 2 ingénieurs, Jean-Michel Lamure et André-Jacques Auberton-Hervé. C'est une société qui est toute basée sur une invention du CEA. Le CEA, c'est l'un des grands centres de recherche de microélectronique mondiaux qui se trouve à Grenoble. Et cette idée, elle a un petit nom, cette invention, elle s'appelle le Smart Cut, la découpe intelligente. Et elle fait quelque chose qui est tout simple à expliquer, mais qui est très compliqué à faire. Elle permet de prendre une surface et de peler une toute petite quantité de la surface pour la mettre autre part. Imaginez par exemple une pomme, vous êtes capable d'enlever la peau sans l'abîmer et de la transférer sur une orange. En 1997, la technologie Smart Cut passe à l'ère industrielle. Une première unité de production est construite à Bernin. Plus de 700 000 substrats appelés wafer de 200 mm de diamètre en sortent chaque année. 5 ans plus tard, une seconde salle blanche dédiée cette fois aux plaques de 300 mm de diamètre ouvre ses portes. Une production à grande échelle qui permet à Soitec d'offrir des solutions inédites et compétitives aux industriels du secteur des puces électroniques. Ces puces de silicium sur isolant, elles permettent de faire des circuits qui fonctionnent soit beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus vite ou à beaucoup plus haute fréquence, ou soit qui consomment moins. Donc les produits qui utilisent ces substrats aujourd'hui énormément dans les smartphones. D'accord, donc c'est des fonctions de communication pour les smartphones. On en retrouve aussi dans l'automobile. Pour des fonctions de réseau automobile, pour des fonctions d'amplification. Et puis on en trouve aussi dans les processeurs pour différentes applications numériques et pour les ordinateurs. Durant 2 startups dans les années 90, Soitec s'est hissé à celui de leader mondial des matériaux semi-conducteurs. L'entreprise emploie aujourd'hui plus d'1 millier de personnes et détient 3000 brevets. Une croissance spectaculaire et un savoir-faire reconnu puisque Soitec figure parmi les 7 chefs de file industriels de Nano 2022, le volet français du plan européen de développement des nanotechnologies.
Paul Boudre, 1300 salariés désormais chez Soitec, un chiffre d'affaires, on l'a vu, en pleine évolution, plus de 300 millions, 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement à l'export évidemment. Essentiellement à l'export, et on a annoncé pour cette année fiscale qui se termine au 30 mars 2019 une croissance de plus de 35%. Mais je voulais revenir sur quelque chose de très important que vous avez montré dans le reportage, et en fait cette position de leader, c'est essentiellement axé sur l'innovation. Et pourquoi Soitec à Grenoble? C'est que le bassin grenoblois, d'abord, vous l'avez vu, Soitec est un spin-off du CEA Leti, c'est-à-dire qu'au départ, c'est le centre de recherche qui a mis en place cette technologie. Mais toute la course que nous avons dans cette innovation est une course permanente sur amener l'innovation dans un délai de plus en plus court et des solutions qui sont les plus performantes à nos clients. Donc aujourd'hui, pendant 25 ans, on a eu des relations avec le CEA Leti extrêmement fortes, avec des contrats de développement permanents. On a passé une étape supplémentaire l'année dernière, où on a créé ensemble un centre d'innovation pour les matériaux. Un laboratoire commun. Un laboratoire commun où des investissements communs sont faits, nos équipes sont communes, mais aussi c'est une plateforme qui est ouverte à d'autres et aussi à nos clients. Donc cette course et cette position de leader, je pense qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la compétition, il faut simplement être dans ce modèle d'innovation. Et nous à Soitec, en fait, sur ces grands trends que sont la 5G, que sont l'automobile, que sont les objets connectés, on a une stratégie très, très claire et qu'on partage d'ailleurs avec nos clients. Nos ingénieurs de R&D travaillent avec la Chine pour la partie 5G, parce que la Chine, et notamment sera numéro 1, à amener la 5G dans les foyers. Au niveau de l'automobile, on a choisi l'Europe. Et on anime tout un consortium européen au niveau de la R&D sur les nouveaux composants qui vont équiper nos voitures en 2025. Et puis sur toute la partie intelligence des objets connectés, eh bien on travaille avec la Californie et tous les grands GAFA, qui sont les grandes sociétés californiennes qui, eux, sont vraiment spécialisées dans cette approche-là. Bon, l'innovation, c'est évidemment très important. Entre 8 et 10% du chiffre d'affaires investi chaque année chez Soitec. On est là sur un marché stratégique pour la France et pour l'Europe. Et d'ailleurs, l'État français et l'Union européenne vont investir massivement dans les années qui viennent sur votre secteur d'activité. Absolument. Il y a une prise de conscience sur cette nouvelle vague d'innovation qui arrive dans le monde. Elle est portée, on l'a dit, par ces grands marchés, mais les acteurs européens, dont Soitec fait partie, sont extrêmement bien positionnés. Que ce soit, et vous le comprenez, dans l'automobile, parce que l'automobile en Europe a une position forte, mais tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est faible consommation d'énergie, et là on va vers les composants qui vont être justement des composants qui vont être au contact de l'information. Il faut aller décrypter l'information. C'est les capteurs, c'est les sensors. L'Europe est très très forte dans ces domaines-là. Donc que ce soit au niveau de l'Europe et au niveau de l'État français, il y a eu une réaction très très positive depuis 18 mois pour venir mettre des outils, aussi donner des outils qui soient compétitifs par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres régions du monde. Bon, et là où c'est stratégique, c'est que le marché des semi-conducteurs aujourd'hui dans le monde, c'est près de 100 milliards de dollars chaque année, et on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, absolument, et je pense que les trends que vous avez mentionnés sont... Aujourd'hui, on voit la modification de nos comportements grâce à l'électronique. L'électronique a supporté toute cette évolution, que ce soit au travers du smartphone, bien sûr, qui est assez marquant, mais la communication et la façon dont on va communiquer, la façon dont on va être soigné demain, tout va évoluer d'une façon dramatique et rapide. Et tout ça, ça va être porté par l'électronique. Et quand je dis dramatique, c'est dans le sens positif, bien sûr. Et plus que des produits, ce qui fait le côté exceptionnel de l'entreprise Soitec, c'est qu'elle a inventé, plus que des produits, elle a inventé un standard sur ce marché des semi-conducteurs. On pense au fameux Smart Cut. Aujourd'hui, toutes les plaques de silicium produites dans le monde utilisent ce fameux procédé qui a été mis au point ici à Grenoble. Julie Ségala.
Penser les objets de demain, être à l'avant-garde de l'innovation, c'est le leitmotiv de Soitec. En 1994, 2 ans seulement après sa création, l'entreprise basée à Bernin révolutionne le monde de la microélectronique grâce à son procédé baptisé SmartCut, une prouesse technologique unique au monde. Qu'on pourrait comparer à un scalpel atomique dans lequel on vient découper des très très fines couches de matériaux monocristallins et on vient les reporter sur un substrat porteur. Donc pour ça, on utilise des techniques d'implantation ionique, des techniques d'adhésion moléculaire. Et donc grâce à ces techniques, on est capable de reporter des couches extrêmement fines sur lesquelles on a un contrôle extrêmement précis de l'uniformité, donc qui est clé pour les substrats de nouvelle génération. Ces substrats innovants conçus dans des salles blanches ont permis de fabriquer des circuits intégrés avec une plus grande vitesse de calcul, une meilleure connectivité et une moindre consommation d'énergie. Passé maître dans le traitement du SOI, Soitec l'ouvre à d'autres matériaux comme le nitrure de gallium ou le verre. Elle décline aussi sa technologie au secteur du digital, de la radiofréquence et de l'optique et pense déjà aux révolutions de demain. De plus en plus dans nos objets électroniques, nos voitures, nos smartphones, tout est connecté. Et pour connecter tous ces objets, il faut communiquer extrêmement rapidement un volume de données très important. Donc c'est tout ce qu'on appelle la 5G, ces nouveaux protocoles de communication. Donc le SOI est un matériau de choix pour la 5G. Et puis ces énormes volumes de données, il va falloir les traiter. Donc il va falloir recourir à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle et la 5G vont demander des puces très spécifiques avec des performances très hautes, des consommations très faibles et c'est un domaine d'application particulièrement intéressant pour le SOI. Leader sur le marché de la microélectronique, la société iséroise consacre chaque année environ 10% de son chiffre d'affaires à la R&D. Son nouveau défi, l'industrialisation de plaques FD-SOI dans son usine de Singapour, des substrats plus performants pour permettre un transfert de données plus rapide et d'une capacité plus grande. Alors Paul Boudre, vous avez intégré Soitec en 2007, vous en avez pris la direction générale en 2015, à un moment où il y avait une mission pour vous, c'était de recentrer l'activité pour renouer avec la croissance. Soitec a dit adieu finalement à la diversification dans le solaire, par exemple, et depuis, Soitec a largement renoué avec la croissance puisque la capitalisation boursière a été multipliée par 10. Oui, c'est vrai que le parcours sur ces 3 dernières années est assez exceptionnel. Bien évidemment, les fondamentaux étaient là. On a parlé de 25 ans d'innovation et il a fallu mettre il faut qu'à un moment donné, tout s'aligne. C'est-à-dire que les marchés soient en demande, que notre technologie soit prête au bon moment et que notre modèle aussi pour venir intégrer ces innovations se mettent en place. C'est une des grandes modifications qu'on a fait en 2015. Outre le recentrage, on a décidé ce que l'on voulait arrêter de faire et on s'est concentré sur ce que l'on voulait obtenir. Et pour ça, il a fallu changer des organisations, intégrer des nouveaux talents pour aller être au contact de nos grands clients dans le monde. L'enjeu était bien sûr d'amener cette innovation au niveau du système et de valoriser cette innovation au niveau du système final. Alors qu'on est vraiment, nous, à la base de la fameuse supply chain de la microélectronique. Donc, une réorganisation, un focus tout à fait particulier sur les grands enjeux et un standard. C'est-à-dire qu'on voulait, et on veut toujours, bien sûr, mais le modèle de Soitec, c'est une innovation pour un standard. Et quand je parle d'un standard, je vous parlais des smartphones tout à l'heure. Toute la radiofréquence aujourd'hui de l'ensemble des smartphones, quelle que soit la marque du smartphone, eh bien, elle est basée sur notre technologie. Ce qui fait que quand un client A perd un marché sur un smartphone donné, mais que c'est notre client B qui le récupère, vous comprenez qu'on amortit tout à fait la croissance. Et je reviens aujourd'hui sur le smartphone parce que si vous lisez la presse, on entend beaucoup de choses sur la téléphonie, sur l'état de croissance de la téléphonie qui est plutôt sur un plateau. Eh bien, malgré tout, malgré ce plateau aujourd'hui, pour nous, à Soitec, ce qui est important, c'est le contenu. Et les téléphones d'aujourd'hui
contiennent 25% de plus de SOI à l'intérieur parce que la complexité de cette fameuse communication fait qu'on a besoin de plus de SOI à l'intérieur du téléphone. Ce qui fait que nous arrivons aussi à passer comme ça des vagues qui sont des vagues de ralentissement, on va dire. Oui, sur un marché qui peut paraître volatile, finalement, la tendance globale Absolument. Est quand même en progression. Et d'ailleurs, Soitec vise en chiffre d'affaires le milliard d'euros d'ici 2022. Donc les perspectives sont plutôt encourageantes. Alain Denisot, un modèle économique qui a su faire sa place, devenir un standard sur le marché mondial, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est une anticipation stratégique remarquable. Et puis c'est totalement enthousiasmant de parler de réussite de cette nature ici, à Grenoble, en France, avec la collaboration du CEA, du privé. Enfin, c'est une très belle aventure et longue vie à cette aventure. Et bien évidemment, les perspectives du marché sont énorme, colossal. Ce fameux écosystème grenoblois, on dit qu'un emploi chez Soitec, c'est 3 emplois générés dans l'écosystème local. Absolument, oui, parce qu'on utilise bien sûr beaucoup de sous-traitances, des sous-traitances qui sont à la fois pour la maintenance de l'usine, des sous-traitances qui sont pour la maintenance de nos équipements. Donc on retrouve cette sous-traitance à tous les niveaux. Et on retrouve aussi dans une usine comme la nôtre ou dans une entreprise comme la nôtre, il faut voir que nous avons 30% d'opérateurs, 70% qui sont représentés aussi par des techniciens, des ingénieurs et des docteurs. Mais donc tout ça veut dire qu'on a un écosystème en termes d'emploi aussi qui est extrêmement riche. On couvre tous les types d'emplois. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour dire que cette industrie du semi-conducteur à Grenoble, elle est extrêmement forte. Vous avez notre voisin ST Microélectronique et puis bien d'autres avec le CEA laitier en R&D. C'est un appel aussi aux jeunes pour dire regardez cette industrie parce que c'est enthousiasmant et on a besoin de nouveaux talents. Et elle recrute, parce que les usines de Bernin, 1 et 2 chez Soitec, tournent à plein régime. Absolument. Alors on a recruté 200 personnes en 2018. On n'a pas encore annoncé le chiffre de 2019, mais oui, on est en plein recrutement. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas toujours très facile de recruter. Donc voilà, c'est un appel aussi entre les universités avec qui on travaille beaucoup, entre la R&D avec le CEA laitier et toutes les structures autour de nous. C'est un bassin qui est formidable parce qu'effectivement, il y a le support et on a toute la chaîne ici, mais aussi on a besoin de jeunes talents. Eh bien, vous nous avez convaincus. Merci beaucoup, Paul Boutre, d'avoir été avec nous. Merci à Alain Denisot. Merci d'avoir été également sur ce plateau. Classe Affaires à voir ou à revoir sur le site télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.